Ok, on va continuer avec un regard sur les pathologies provoquées par les coronavirus humains saisonniers et les nouveaux coronavirus, notamment le SARS coronavirus. Et ça va nous permettre de regarder un petit peu comment à développer des épidémies à ces deux nouveaux coronavirus, le SARS coronavirus et le MERS coronavirus. Alors, en ce qui concerne les coronavirus saisonniers, ils provoquent des infections respiratoires, principalement chez l'enfant. Ils peuvent provoquer des pneumonies et plus rarement des gastroentérites. Et en France, quand on prend des enfants qui sont hospitalisés pour des problèmes respiratoires, les coronavirus saisonniers sont responsables d'à peu près 10% de ces cas d'enfants hospitalisés. Donc c'est non négligeable en soi en termes de pathogénicité. Donc la population à risque pour des infections pathogènes à coronavirus saisonnier sont des très jeunes enfants de moins de 2 ans d'âge, des personnes âgées et des personnes immunodéprimées. Donc c'est un petit peu comme le virus de la grippe saisonnière en termes de profil de risque. Quand on regarde un peu plus largement sur ces infections dont la plupart ont lieu dans la communauté sans trop provoquer de problèmes chez des enfants qui attrapent ces virus. On a relativement peu d'études, mais ici ce sont un que j'ai retrouvé, qui est publié en 2018, qui essaie de suivre un peu les enfants infectés dans la communauté à Manhattan, à New York, et dans l'hôpital qui soignait les cas les plus sévères. Donc c'est une comparaison des symptômes chez les enfants infectés par un coronavirus saisonnier en ville et les enfants de même communauté qui avaient des formes plus sévères. Donc les enfants avec une infection à coronavirus saisonnier en ville étaient caractérisés par une rhinite, un rhume, congestion nasale, toux, fièvre pour une minorité d'entre eux, mais pas vraiment d'atteinte pulmonaire. Et globalement, la maladie, ça durait 4 jours à 2 semaines avec une médiane de 1 semaine pour les symptômes. Donc 1 ou 2 semaines sans aller à l'école et tout allait bien. Chez les enfants hospitalisés, avec moins de symptômes des voies respiratoires supérieures, plus de fièvre et wheezing, je pense, je ne suis pas sûr que c'est peut-être une bronchiolite ou sifflement à l'auscultation. Donc, indication d'une atteinte pulmonaire chez les cas plus graves. Donc, globalement, c'est ça les pathologies coronavirus saisonniers, infection respiratoire, principalement chez les jeunes enfants, les cas plus graves chez les très jeunes enfants, personnes âgées, personnes immunodéprimées. Alors, les nouveaux bêta-coronavirus sont plus pathogènes, notamment chez l'adulte. Donc, pour le SARS coronavirus, qui a provoqué une épidémie entre 2002 et 2004, on a plusieurs études. Ici, donc, c'est une étude à Toronto où il y avait 144 patients. En retraçant les contacts de ces patients, les chercheurs et les médecins ont réussi à donner une estimation de la phase d'incubation de la maladie, c'est-à-dire le temps entre l'infection et l'apparition des symptômes. Et en médiane, c'était 6 jours, avec des limites inférieures de 3 jours et jusqu'à 10 jours après l'apparition des symptômes, jusqu'à 10 jours après l'infection. Alors, quels étaient les symptômes observés? Fièvre chez pratiquement tout le monde, toux sèche, pas de rhinite, pas de nez qui coule, tout ça, myalgie et radio pulmonaire anormale chez pratiquement tout le monde, soit à l'admission, soit lors de l'observation. Et une infection plus pathogène parce qu'il y avait un taux de mortalité de 6,5%. Alors, en mettant ensemble toutes les données de cette épidémie,
on a vu que la dangerosité, le taux de mortalité du SARS coronavirus était variable selon l'âge, avec très clairement les personnes plus âgées étant plus susceptibles aux infections très sévères. Donc taux de mortalité de pratiquement 40 à 50%, voire plus chez les personnes de 60 ans ou 75 ans et plus, et un peu plus de mortalité chez les hommes que chez les femmes. Les patients moins de 30 ans, beaucoup moins de mortalité. Donc ça, c'est pour le SARS coronavirus en 2002-2004. Alors, comment cette épidémie s'est développée? Bon, ben, le premier cas qui était signalé à l'OMS, j'ai regardé le site web de l'OMS pour retrouver tous ces détails. C'était donc le premier cas signalé était un patient à Hanoï, au Vietnam. Et donc, c'était quelqu'un qui a été signalé le 26 février 2003. Donc, dans les semaines qui ont suivi, on a eu plusieurs cas dans différents pays, avec la majorité des personnes atteintes à Hong Kong. Donc, on s'est dit, ben voilà, ça doit être à Hong Kong l'origine de cette infection. Et le virus a été transmis à Vietnam par quelqu'un qui venait de Hong Kong. Mais donc, les médecins et les scientifiques à Hong Kong, ils ont fait leur boulot de tracer les contacts de tous les patients. Et ils ont réussi à identifier le patient 0, qui était quelqu'un qui venait de la Chine. Donc, l'origine de cette nouvelle infection virale, ce n'était pas vraiment à Hong Kong, c'était en Chine continentale, disons, en République populaire de Chine. Et juste après, bon, ben, un petit peu, le gouvernement à Chine a dévoilé qu'en fait, oui, ils avaient vu des cas comme ça qui dataient de novembre 2002. Et c'était un peu dommage parce que ça a permis un peu au virus de se répandre et ils n'avaient pas prévenu les pays voisins. Alors, à partir du mois de mars, des procédures de contrôle pour stopper l'épidémie ont été mises en place principalement au sud de la Chine et avec une diminution du nombre de cas. Et effectivement, le dernier cas était observé en juillet 2003. Malheureusement, il y a une deuxième transmission de ce virus à l'être humain en décembre 2003 et les autorités chinoises ont dû redémarrer les systèmes les mesures de contrôle épidémiologique et finalement l'épidémie a été éradiquée en mai 2004. Donc au total, on avait pratiquement 8100 cas, avec 774 décès et un taux de mortalité de 9,6%. Donc, pratiquement une personne sur 10 qui a montré les symptômes de l'infection virale et en était mort. Alors, c'était un virus nouveau qui a infecté l'espèce humaine. Donc, d'où venait ce virus? Et la recherche était de séquencer le génome viral et de le comparer à d'autres séquences de génome viral connues chez différentes espèces. Donc ça, c'est un article publié en 2005 où on montre un arbre phylogénétique non enraciné, basé sur les séquences de différentes protéines virales. Et on voit qu'à chaque fois, le SARS coronavirus est très proche d'un coronavirus chez la chauve-souris. SARS coronavirus, chauve-souris, SARS coronavirus, chauve-souris, quel que soit le gène. Donc l'origine vraisemblable, donc c'est une application de la phylogénie pour connaître le dernier ancêtre commun d'un taxon. Et donc l'origine vraisemblable de cette infection était la chauve-souris. Mais les gens, ils n'ont pas tellement de contact avec la chauve-souris, donc c'est un peu invraisemblable. Donc l'hôte intermédiaire semble avoir été la civelle, qui est ce petit mammifère adorable, qui néanmoins est élevé et vendu dans des marchés d'animaux vivants pour être mangé. Et évidemment, les conditions d'élevage, avec beaucoup d'animaux les uns sur les autres, sont propices à la transmission de maladies infectieuses. Et en prélevant
des animaux, on a retrouvé les mêmes séquences du SARS coronavirus chez les civelles que chez les malades. Donc la transmission de ce virus à l'être humain est vraisemblablement une origine chez la chauve-souris, transmission à un hôte intermédiaire, qui ensuite a transmis le virus à l'être humain dans des marchés un petit peu comme ceci. Alors, là c'est un virus qui vient d'une espèce qui infecte une deuxième espèce. Donc c'est un transfert de l'hôte. Et donc à ce moment-là, on peut se demander, est-ce que le virus a évolué pour s'adapter à un nouvel hôte? Il y a plusieurs études dans ce sens qui ont été menées. Et là, je vais vous montrer des résultats d'une étude sur la protéine S, donc la protéine de fixation sur le récepteur. Et si le virus intègre des mutations qui améliorent sa réplication chez l'hôte, ces mutations doivent faire l'objet d'une sélection positive. Et on peut détecter la sélection positive par le ratio Ka sur Ks. Donc, si on prend l'ensemble de la protéine, Ka sur Ks est environ 0,7, donc évolution neutre avec un petit peu de sélection négative pour maintenir la séquence constante. Mais sur 6% des sites, le Ka sur Ks est super positif, environ 10. Donc, ce qui indique une forte sélection positive sur ces sites. Et quand on regarde les alignements de séquences des différentes parties de la séquence peptidique de la glycoprotéine S, donc chaque ligne ici, c'est un virus venant soit d'un patient, soit d'un animal, les civelles ici. Là. Et les chercheurs ont organisé ces séquences en fonction un petit peu du timing de l'épidémie. En bas, ce sont des séquences soit chez la civelle, soit à des temps très très précoces, juste après la transmission du virus de l'animal à l'homme. Ensuite, des temps intermédiaires. Et dans le troisième groupe, c'est lorsque le virus est en train de circuler dans la population humaine. Et donc on peut voir ici certains acides aminés qui sont archi-présentes dans les populations initiales, qui ensuite mutent en autre chose et la mutation est maintenue lors de la transmission entre humains. Plusieurs sites comme ça, où un site qui est conservé chez l'animal va muter et être sélectionné, et le mutant est sélectionné chez le virus qui circule dans la population humaine. Donc, vraisemblablement oui, lors des mois pendant lesquels le SARS coronavirus a réussi à se transmettre dans la population humaine, il y a eu l'évolution de la glycoprotéine S, vraisemblablement pour favoriser la transmission entre humains. Alors, le MERS, c'est quoi le MERS? C'est le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, okay? Middle East Respiratory Syndrome, qui était identifié en 2012 à Qatar. Et à partir de novembre 2012, on a identifié plusieurs cas dans différents pays de la péninsule arabique. Et c'est un virus qui circule encore. Donc jusqu'à l'année dernière, on a vu presque 2500 cas avec un taux de mortalité qui est de 34,4%, donc 858 décès. Donc encore plus mortel que le SARS coronavirus, mais moins transmissible, parce qu'on a moins de cas. Encore une fois, donc les gens attrapent ce virus à partir des dromadaires infectés. Il n'y a pas ou très peu de transmission entre humains. Et encore une fois, l'origine vraisemblable de ce virus semble avoir été un coronavirus infectant des chauves-souris. Pourquoi? Parce que, pareil, il y a un coronavirus chez une espèce de chauve-souris qui est très proche au niveau de la séquence génomique au MERS coronavirus. Donc c'est le HKU4 qui semble avoir été l'origine de MERS coronavirus. Et
encore une fois, il semble y avoir une sorte d'adaptation ou une évolution de la glycoprotéine S lors de ce transfert d'hôte. Donc ici, c'est une mesure de l'affinité du domaine de fixation du récepteur de la glycoprotéine S, soit du virus chez la chauve-souris, soit du virus du MERS coronavirus, et l'affinité de sa fixation sur le récepteur humain. Donc, la glycoprotéine S du virus chez la chauve-souris peut se fixer sur le récepteur humain, mais l'affinité est relativement faible. Et l'affinité pour le récepteur humain chez la glycoprotéine S du virus MERS est super plus forte. Donc 1000 fois plus d'affinité. Donc, et un autre truc qui est intéressant, c'est que un autre coronavirus chez la chauve-souris, qui est un peu le deuxième plus proche voisin, ne se fixe pas sur le récepteur humain. Donc en quelque sorte, le virus HKU4 était préadapté, avait la capacité d'infecter les cellules humaines, mais à une faible efficacité. Et lors de son adaptation et son transfert vers le dromadaire et ensuite chez l'humain, il acquiert la capacité de se fixer de façon plus forte sur le récepteur humain. Donc il y a un phénomène d'évolution virale lorsque le virus switch d'un hôte à un autre. Et donc, pour terminer un peu cette section-là, on a eu 2 exemples de transmission d'un coronavirus d'origine initialement qui infectait les chauves-souris vers l'être humain. Et on peut se demander s'il n'y a pas eu des choses semblables dans le passé qui étaient à l'origine des coronavirus humains saisonniers. Et effectivement, quand on regarde l'arbre phylogénétique des coronavirus humains saisonniers ou des nouveaux coronavirus humains, on voit que les coronavirus humains saisonniers ne forment pas un groupe monophylétique, donc ce qui indique qu'ils ont eu des origines indépendantes, et ils sont souvent proches d'un autre coronavirus qui infecte un autre type, une autre espèce de mammifère. Donc on se demande si par le passé, ces coronavirus saisonniers n'étaient pas initialement des virus circulant chez une autre espèce, qui ont été transmis à l'espèce humaine et qui ont réussi à s'adapter à nous et qui sont devenus maintenant des virus humains endémiques dans l'espèce humaine. Donc ça c'est un petit peu la fin de cette partie-là et ça va nous servir d'introduction pour comprendre ce qui est en train de se passer avec l'épidémie de Covid-19.